Commence. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout du long. De toute façon, c'est ouais, bon, ouais. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu des algorithmes, donc la mise à jour des algorithmes. Donc j'en ai fait une il y a 6 mois, donc je pensais pas mal faire ça une fois toutes les 6 mois. Et ce qui est cool, c'est que beaucoup de choses ont avancé, donc il y a quand même des choses à dire. Bon, ça suit un peu la même structure qu'il y a 6 mois, mais ouais, il y a des choses nouvelles et il y a d'autres nouvelles directions de recherche et tout ça. Donc, comme toujours, j'insiste sur le fait que c'est un travail très collaboratif, hein. On a un projet collaboratif à la fois sur la manière de concevoir l'algorithme de recommandation, mais également sur la manière de concevoir des algorithmes qui permettent d'agréger les avis des différentes personnes. Et ouais, il y a quand même pas mal de personnes qui sont enfin, il y a vraiment des nouvelles personnes qui sont de plus en plus intégrées au projet ou qu'on arrive notamment à la recherche. Donc ça, c'est quand même très chouette. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment de Solidago. Donc Solidago, c'est quoi? C'est le nom d'une fleur, comme le tournesol. Et en fait, plus dans le cadre de la plateforme, Solidago, c'est vraiment la partie algorithmique avec tous les trucs un peu techniques, enfin, techniques dans le sens plus mathématique, plus ouais, avec cette réflexion sur l'agrégation des scores, l'apprentissage des scores et tout ça, de Tournesol du coup. Et l'un des intérêts de séparer un peu cette partie du reste du code de Tournesol, c'est que on espère que ce soit très modulable et adaptable et si possible réutilisable et réutilisé. Et je pense qu'il y a des. Je vais muter le. Je ne sais pas si lui tu peux te muter, je crois que ça fait un peu d'écho. Et donc, ouais, j'en parlerai un petit peu, mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt à la fois à avoir quelque chose qui est plus réutilisable pour d'autres plateformes, parce que je pense que le problème qu'on attaque très généralement. Ah, Julien, il y a de l'écho chez toi. Tu peux. Et donc, le problème plus général qu'on essaie d'attaquer, c'est vraiment le problème de comment est-ce qu'une communauté de personnes peuvent ensemble noter un grand nombre d'entités. Donc on parle d'utilisateurs et d'entités sur le code. Mais je pense que c'est vraiment ça la question un peu fondamentale, c'est comment est-ce une communauté de personnes peut, à travers une plateforme, évaluer un très grand nombre de contenus. Et quand on pose le problème comme ça, on se rend compte que c'est clairement ce que cherche à faire Tournesol, mais c'est un problème en fait beaucoup plus général qui affecte plein de milieux. Pour donner un exemple, par exemple, on pourrait vouloir déjà faire ça avec d'autres contenus que des vidéos YouTube, par exemple, je sais pas, des livres, des podcasts, voire des publications sur les réseaux sociaux, des notes correctives, notamment, c'est ce qui a été fait avec les community notes sur Twitter. Et ouais, il y a différentes cas d'application. Et donc, le problème est assez général. Et l'autre intérêt d'avoir un module un peu séparé, c'est qu'on peut essayer de découper plus facilement le code pour que ça soit beaucoup plus facile pour n'importe qui de contribuer, en particulier pour des chercheurs et des développeurs, mais également potentiellement d'autres, hein. Ça permet de mieux structurer la pensée, on va dire, de mieux isoler des questions de recherche. Notamment ça, je pense que c'est assez intéressant d'un point de vue mathématique notamment, mais également d'un point de vue psychologique et tout ça, c'est de mieux comprendre les différents composants. Et donc je pense que la grande contribution par rapport à il y a 6 mois, c'est que, enfin, la grande avancée, en tout cas conceptuelle, c'est vraiment essayer d'avoir un truc très modulaire. C'est le mot modulaire qui a été rajouté, c'est le fait qu'aujourd'hui, en particulier, on a décomposé la manière dont on fait, du coup, on assigne des scores de manière collaborative. Attends, je voulais finir sur les applications du scoring collaboratif. On pourrait imaginer, voilà, ma réflexion n'est pas très poussée à terme, on va dire, mais c'est encore assez peu mature. Mais voilà, il y a d'autres applications clairement de ça, comme par exemple le peer reviewing, donc l'évaluation des articles scientifiques par la communauté, surtout dans des contextes où il y a beaucoup de contenus et qui sont importants. Donc, je pense par exemple au cas du GIEC où il y a beaucoup de contenus, mais bon, également dans toutes sortes de domaines.
Et puis, voilà, l'évaluation, par exemple, des dossiers pour attribuer des financements ou ça peut être des choses comme les agences de financement de recherche ou autres, ou du domaine public ou la BPI, ce genre de choses. C'est des choses qui pourraient être aussi être utiles parce que à chaque fois, l'objectif, c'est d'assigner des scores à différentes entités de manière collaborative. Et en particulier, l'intérêt de faire ça de manière collaborative, il est double. D'un côté, en étant collaboratif, ça permet d'évaluer plus de contenu. Ça serait illusoire aujourd'hui de demander à un chercheur d'évaluer toute la recherche scientifique. Mais avec une communauté de chercheurs, ça commence à devenir un peu plus raisonnable. Et de l'autre côté, le côté collaboratif permet d'éviter ce qu'on appelle les single point of failure. Enfin, d'un point de vue sécurité, c'est aussi intéressant puisque ça permet d'avoir différents avis qui s'expriment et d'éviter autant que possible que une personne ou une poignée de personnes dictent les scores qui seront assignés à différents contenus. Donc ouais, je pense que le problème est très général et je pense qu'il y a un vrai intérêt à isoler ce module, enfin, à isoler Solidago, enfin faire une solution Solidago qui essaie ouais, de réunir différentes idées de comment faire ça. Et donc en travaillant sur cet aspect modulaire, un des trucs dont je me suis rendu compte, c'est que les différents composants sont assez fondamentaux. Enfin, je pense que c'est des choses qui reviennent assez naturellement. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir un truc très poussé pour toutes les applications. Parfois, il y a des applications où on aura sans doute des modules très simples ou voire des modules qui ne font rien. Mais je pense que c'est intéressant en tout cas d'avoir ces décompositions parce que chaque projet de scoring collaboratif va avoir ces questions qui sont soulevées à un certain moment. Donc les 6 modules en question, c'est donc la propagation de la confiance et donc à qui on fait confiance parmi les contributeurs. Donc encore une fois, il peut y avoir un truc bateau où on fait confiance à tout le monde, où on fait confiance uniquement à un ensemble prédéfini de personnes. Mais on pourrait avoir d'autres systèmes où la confiance se propage, par exemple, via du vouching, comme on dit sur la plateforme, le fait de parrainer les uns les autres, voire on pourrait avoir du parrainage, enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je pense que c'est des choses assez naturelles qui sont soulevées dans toute plateforme collaborative de scoring. Un autre aspect, donc c'est l'assignement des droits de vote. Donc encore une fois, on peut faire un truc très simple, on donne un droit de vote qui dépend juste de la confiance qu'on a en chacun. Mais pour différents cas d'application, on pourrait avoir d'autres façons d'assigner des droits de vote. Et en l'occurrence, déjà sur Tournesol, il y a cette volonté d'être un peu plus inclusif, comme on va le voir. Un troisième aspect qui soulève plein de questions, c'est la question d'apprentissage des préférences. Donc encore une fois, sur certaines plateformes, certaines plateformes font confiance directement à ce qui est attribué par les personnes et ne cherchent pas à généraliser. Donc on a juste le score fourni par l'utilisateur et on prend ça comme étant ses préférences. Mais on sent bien que dans beaucoup d'autres cas d'application, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les préférences. On peut vouloir essayer de réduire le bruit dans les préférences, d'affiner l'apprentissage des préférences. On pourrait vouloir généraliser les préférences à partir de quelques données soumises. Voilà, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Donc c'est intéressant d'avoir un module comme ça pour ça. Le quatrième point, c'est les échelles des différents modèles. C'est vraiment un truc qu'on a découvert en faisant, et j'en dirai quelques mots, enfin, je dirai un mot de tout ça, mais c'est en fait un problème qui nous a interpellés sur Tournesol parce qu'on avait vraiment ce problème, on l'a vraiment observé avant d'y réfléchir. Le cinquième point, c'est l'agrégation des avis des différents utilisateurs. Ça aussi, il y a pas mal de questions intéressantes. On a une solution, notamment des questions de robustesse qui se posent. Et puis, sixième point, c'est un post-process qui peut être encore une fois optionnel, mais c'est un truc qui peut être assez utile, notamment pour augmenter l'interprétabilité ou le fait que ça soit plus facile d'utilisation ensuite pour les différents cas d'application. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc voilà, donc un des trucs assez cool, c'est que vraiment cette structure, elle se retrouve vraiment maintenant dans le code, donc c'est assez facile de voir. Donc si on définit une pipeline, on définit chacun des modules, ce qu'il fait et tout va s'enchaîner. Et ce qui est assez cool avec Solidago, c'est que on peut, une façon de télécharger, de télécharger rapidement les données de Tournesol, et on peut assez facilement, en peu de lignes de code, déjà faire pas mal d'exploration. Donc ça, c'était déjà le cas avant.
mais on pourra aussi tester les différents modules, construire de nouveaux modules, construire des alternatives, proposer des alternatives, tester des alternatives. C'est déjà un peu fait aujourd'hui, mais voilà, ça permettra de faciliter tout ce travail d'exploration. Donc la pipeline d'un point de vue visuel, en tout cas, c'est la figure qu'on a mis dans notre article. Ça ressemble à ça. Donc il y a les différentes étapes qui sont mises à l'écran. Donc la confiance, l'idée c'est de calculer la confiance en diffusant la confiance, donc avec un pre-trust, donc une confiance initiale en différentes personnes, et on a un système de vouching qui permet de diffuser la confiance. On part en combinant les deux, donc on a un niveau de confiance. Ensuite, ça me permet d'assigner des droits de vote. Donc voilà. C'est assez schématique, hein, ça. Bon, ça correspond un peu, pas mal quand même au code, mais on pourrait imaginer plus de flèches. Hein. L'idée, c'est quand même un peu simplifié, mais le code pourrait être plus complexifié. En tout cas, là dans l'idée, les droits de vote pourraient dépendre non seulement de la confiance, mais aussi de différentes caractéristiques, comme par exemple, est-ce que les personnes ont choisi de s'exprimer de manière privée ou non, et quels sont les contenus qu'elles ont évalués. Donc avec ça, on a les droits de vote. Il y a une autre chaîne qui commence ici, qui a vraiment l'apprentissage des préférences à partir aujourd'hui des comparaisons des contributeurs. Comme j'en parlerai, il y a beaucoup d'autres façons, il y a beaucoup d'autres idées sur comment est-ce qu'on peut apprendre les préférences des utilisateurs. Et c'est plein de questions fascinantes. Ensuite, à partir des préférences des utilisateurs, il y a cette mise à l'échelle, donc là, qui peut dépendre des confiances qu'on a en différents utilisateurs. Ensuite, il y a l'agrégation pour obtenir un modèle global qui représente les préférences de tout le monde, enfin, qui agrège les avis de tout le monde. Et ensuite, il y a un post-process pour donner des choses affichées. Ok, donc la première étape, donc la trust propagation. Donc un des trucs cool maintenant, c'est qu'on voit assez très bien dans des fautes pipeline, on les définit comme ça. Donc c'est un algorithme Lipschitz Trust et les hyperparamètres sont ceux-là. Bon, faut quand même bien sûr un petit peu, mais visuellement c'est satisfaisant de voir les hyperparamètres. Enfin, je trouve ça satisfaisant de voir les hyperparamètres comme ça listés. Donc dans le cas de tournesol, il y a toujours une notion de pré-trust qui est nécessaire pour ça. Donc il faut commencer par faire confiance à quelque chose. Et ensuite, la confiance peut se diffuser. Donc, dans le cas de tournesol, c'est vraiment à partir des noms de domaine, des adresses email, des comptes. Mais bien sûr, dans d'autres applications, ça peut être une liste prédéfinie. On pourrait imaginer d'autres choses. Et ensuite, il y a un système de vouching sur tournesol. Donc, les gens peuvent se poser garant. Donc, il y a un système de parrainage on pourrait imaginer pour d'autres applications du parrainage négatif, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait penser. Mais en tout cas, dans tournesol, c'est juste du parrainage positif. Et c'est du parrainage de proof of personhood, on va dire. C'est l'idée de parrainer, c'est on parraine une autre personne parce qu'on pense que c'est un humain, enfin, un autre compte parce qu'on pense que le compte est tenu par un humain, et que cet humain n'utilise qu'un seul compte sur tournesol. On pourrait imaginer aussi généraliser, avoir d'autres formes de diffusion de la confiance qui soient plus par rapport, par exemple, aux expertises. En tout cas, à partir de tout ça, il y a une diffusion de la confiance qui se fait. Donc, il y a des gens qui ont la pré-confiance, qui diffusent la confiance au suivant. Ce n'est pas tout à fait véridique, tout ça, mais c'est juste illustratif. Et donc, il y a différentes propriétés. Je ne vais pas rentrer trop dans les maths, hein, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais l'idée, c'est vraiment qu'on limite l'influence maximale d'un contributeur, même s'il reçoit beaucoup de vouchs. Donc, il y a un peu ce problème dans beaucoup de réseaux sociaux où certains utilisateurs ont une influence démesurée. Et du coup, s'ils se font compromettre, soit leur compte se fait hacker, soit eux-mêmes se font compromettre, soudoyer ou autre, ça présente une grosse vulnérabilité parce qu'ils gagnent beaucoup d'influence en étant très influents. Et donc l'idée, c'est qu'on va limiter cela, de sorte que chacun ait une influence maximale unitaire dans la diffusion de la confiance. Voilà, donc dans les future work, des choses qu'on a déjà un peu prévues, enfin, en tête en tout cas, même si on n'a pas forcément, même si ce n'est pas la priorité en ce moment, c'est de dépasser juste le vouching d'un point de vue proof of personhood, mais d'aller vers peut-être de la délégation d'expertise ou un peu plus même de confiance dans les droits de vote. On pourrait déléguer ces droits de vote typiquement à d'autres. Voilà, c'est des choses en réflexion. Donc la deuxième étape, comme j'ai dit, c'est l'assignation des droits de vote. Donc, voilà, on pourrait juste comprendre la confiance.
Mais alors, il y a différents aspects. Bon, je vais juste présenter déjà ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, tout le monde a un droit de vote sur toutes les vidéos. Et ça peut paraître assez étrange parce que on veut quand même la sécurité. Mais l'idée, c'est qu'on va limiter les droits de vote des utilisateurs pas suffisamment certifiés s'ils sont trop nombreux par rapport aux utilisateurs certifiés sur une vidéo. Donc, il y a un peu cette idée qu'on va limiter ce qu'on appelle l'overtrust, c'est-à-dire l'excès de confiance par rapport aux confiances des utilisateurs qui ont évalué un contenu donné. Donc, ouais, donc sans entrer trop dans le détail, c'est défini comme ça. Voilà, parmi les prochaines étapes, on pourrait vouloir intégrer des dimensions de délégation de vote, donc liées à la démocratie délégative, sachant que ça soulève aussi plein de questions, hein, à la fois philosophiques, mais également de sécurité. Enfin, voilà, c'est pas forcément évident de savoir comment faire ça bien. Avec notamment sans doute une notion de devoir de vigilance envers les délégués qui serait sans doute assez critique. C'est-à-dire que la délégation pourrait expirer si on ne vérifie pas suffisamment souvent que le délégué ne fait pas n'importe quoi. En tout cas, on pourrait être signalé, notifié si le délégué fait quelque chose qui, d'après la plateforme, est un peu bizarre. Enfin, voilà. Ce genre de choses devrait être mis en place, à mon avis, pour faire ça vraiment bien. Et du coup, en fait, c'est un énorme chantier aujourd'hui. Je pense qu'on n'y est pas beaucoup. Enfin, on peut avancer, hein, bien sûr, sur ça, mais je pense que c'est pas forcément la priorité et c'est pas non plus quelque chose qu'on a figure out, qu'on a tout à fait résolu. Donc un parmi les autres choses qui sont liées à la démocratie délégative, il y a cette idée de découvrabilité, d'essayer de voir qui sont les personnes qui ont fait confiance. Ça peut passer par les délégués des délégués aussi, enfin, il y a des réflexions un peu comme ça. Il y a des histoires de biais de délégation auxquels il faut s'attendre, qui vont être indésirables. Peut-être que, par exemple, les hommes attirent davantage les délégations que les femmes. Peut-être que des gens qui ont l'air experts, mais ne le sont pas, attirent disproportionnellement trop de délégations. Voilà, il y a toutes sortes de choses qui font qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ces idées. En tout cas, l'implémentation directe de ces idées, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail au préalable pour pouvoir arriver à faire un système qui soit satisfaisant, malheureusement. Une autre réflexion que je n'ai pas mis dans la salle, mais que je me fais là en parlant, c'est aujourd'hui, on donne un droit de vote. En gros, si quelqu'un a une confiance donnée, il a un droit de vote sur toutes les vidéos, qui est unitaire. Enfin, s'il a une confiance unitaire. Et donc ça, d'un point de vue, une façon de voir ça, c'est que, d'un point de vue mathématique, ça revient à dire que le droit de vote est de norme L infinie. Ça peut faire un peu peur si je dis ça comme ça, mais l'idée, c'est que on a un droit de vote sur toutes les vidéos et qui est 1 et qui ne décroît pas, même si on s'exprime sur plus de vidéos. Et on peut se demander si c'est une bonne chose. Ça encourage beaucoup, la participation. Donc, en tout cas, d'un point de vue participation, c'est une bonne chose parce qu'on veut plus de participation sur Tournesol. Mais d'un autre côté, ça survalorise les personnes qui sont extrêmement actives sur la plateforme. Et du coup, on peut se demander si une personne en particulier, ça augmente la vulnérabilité de la plateforme parce que du coup, si quelqu'un veut vraiment attaquer la plateforme, et il arrive à créer un compte avec, même s'il n'a pas beaucoup de confiance, il pourra affecter le score de beaucoup de vidéos juste parce qu'il aura un droit de vote par vidéo. Donc voilà, je pense que c'est des réflexions à avoir qui sont vraiment intéressantes, je pense, d'un point de vue théorique et assez fondamental. Par contre, pas encore tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup encore plus à comprendre sur ces questions. Donc la troisième étape, c'est l'apprentissage des préférences. L'apprentissage des préférences sur Tournesol, c'est vraiment à partir de comparaisons. Donc ça, je pense que vous le savez tous ici. Et un des trucs cool qui est arrivé au cours des 6 derniers mois, c'est que l'article de recherche qu'on a écrit sur les nouveaux algorithmes de Tournesol pour l'apprentissage de préférences a été accepté à AAAI 2024, qui va avoir lieu bientôt d'ailleurs.
Donc, voilà, donc on a un article qui est vraiment un article vraiment tournesolien. D'autres articles de recherche publiés avec des affiliations de tournesol, mais celui-là, c'est vraiment un article qui sent tournesol. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une jolie construction, mais il y a plein de questions encore ouvertes et pas mal de choses aussi. Donc, un des trucs, par exemple, c'est que je pense qu'avec les nouvelles structures, ça va être assez facile maintenant d'intégrer, enfin, beaucoup plus facile qu'avant, d'intégrer un online update, des algorithmes pour changer tout de suite l'apprentissage des préférences dès que quelqu'un fournit une nouvelle donnée. Donc ça, c'est par opposition aujourd'hui, on refait les calculs toutes les 3 heures. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que si en faisant ça, on ne peut pas donner du feedback immédiat aux utilisateurs. Et du coup, ça peut être frustrant pour l'utilisateur. Et en tout cas, ça diminue le engagement de la plateforme. Mais avec ce online update, je pense que ça va être assez cool. Une application un peu directe du online update, c'est que ça va permettre beaucoup plus facilement le active learning. Et aussi, en termes d'active learning, j'en reparlerai, mais on a aussi de nouvelles réflexions avec le dernier article avec Oscar notamment, qui pourraient guider un peu ça et permettre d'améliorer ça. Il y a encore du travail. Si je vois un peu comment faire, je pense que ça pourrait être assez facile à faire, d'avoir des meilleures incertitudes, notamment asymétriques. Maintenant, tout le code à écrire est avec des incertitudes asymétriques. Bon, c'est des détails techniques, vous ne comprenez pas, c'est pas très grave. Ouais, j'ai un peu cette volonté aussi d'aller peut-être au-delà de GPT, des algorithmes actuels qui sont pas super bons pour gérer le bruit. On pourrait imaginer que différents participants ont différents niveaux de bruit dans leur comparaison et on aimerait ajuster ça. Et je pense qu'il y a d'autres applications aussi en estimation des incertitudes notamment. Et donc je pense que ça serait bien d'avoir un truc qui soit un peu plus malléable que GPT. Et je pense avoir des idées de comment faire avec bêta-BT. Mais voilà, si bêta-BT, ça marchera si des conjectures, qui sont aujourd'hui des conjectures, il faudra les démontrer, quoi. Donc il y a du travail mathématique pour aller plus loin sur ça. Une étape qui serait plus ambitieuse, beaucoup plus ambitieuse, enfin 2 étapes qui seraient beaucoup plus ambitieuses. Enfin, j'aurais dû mettre Volition Learning avant parce que c'est moins ambitieux, je pense. Donc Volition Learning, c'est l'idée d'apprendre des jugements plus réfléchis des contributeurs plutôt que, on sent que parfois il y a des jugements qui sont donnés plus hâtivement. Et je pense avec les données actuelles, je pense déjà qu'il y a peut-être des choses intéressantes à tester avec ça. Et je pense que ça va devenir vraiment intéressant avec l'application mobile. Donc c'est un peu en suspens pour l'instant, mais je pense que peut-être d'ici la fin d'année, on va s'intéresser peut-être un peu plus à ces questions. Et sinon, des modèles d'utilisateurs qui généralisent, je pense que c'est des questions vraiment, intéressantes. On a aussi des idées sur comment faire ça, mais c'est pas facile. Mais donc l'idée de base, c'est typiquement si j'ai liké, j'ai bien noté toutes les vidéos de Monsieur Phi, probablement la prochaine vidéo de Monsieur Phi, même si je ne l'ai pas vue, mon modèle sur Tournesol peut généraliser mes préférences et deviner que j'aimerais bien cette vidéo également. Voilà, la 4e étape, c'est donc le scaling. Donc ça, c'est peut-être la partie la plus technique ou la moins, en particulier Mirestan, c'est certainement la partie la plus technique aujourd'hui de la pipeline. Enfin, c'est même clairement la partie la plus technique et la plus laborieuse de la pipeline. Donc elle est née empiriquement. Donc empiriquement, on a vraiment observé que différents utilisateurs ont différentes façons de comparer les vidéos. Donc là, il y a 3 utilisateurs à l'écran. Donc il y a Aidan qui est très centré au milieu avec la distribution, et donc il met souvent des comparaisons un peu à gauche, un peu à droite, mais rarement sur les extrêmes. Et Louis Faucon qui lui met beaucoup plus les valeurs extrêmes, beaucoup plus souvent, beaucoup de zéros aussi. Et un autre utilisateur, Toms, qui est beaucoup plus uniforme dans ses comparaisons,
Un truc assez amusant, c'est que Toms, enfin, je ne connais pas, hein, j'ai juste regardé les données, mais il n'a pas mis beaucoup de trucs au milieu, alors que dans beaucoup de comparaisons, dans de distributions que j'ai regardées, notamment les miennes, il y a ce côté, on met beaucoup au milieu, mais très peu à 1 et -1. Par contre, 2 et -2, ça va quoi. Je trouve ça marrant. Donc ça, c'est un peu problématique parce que du coup, si certains utilisateurs ont vraiment des façons extrêmes de comparer et vont avoir, on va prendre des scores pour eux qui sont très étalés et donc ça va poser un problème, comme j'en reparlerai, dans un petit peu de temps. Un autre truc, c'est, la distribution donc là, c'est la distribution des scores globaux des vidéos que ces personnes ont notées. Donc ça répond à la question: est-ce que ces utilisateurs ont tendance à noter plutôt des bonnes vidéos sur Tournesol ou des mauvaises vidéos? Et là, on voit qu'il y a des différences entre ces utilisateurs. Heu, notamment, lui a quand même, ouais, des vidéos, pas mal de vidéos à -20, voilà, des vidéos avec des scores assez négatifs. Bon, la plupart restent très positives, bien sûr. Enfin, bien sûr, elles sont très positives. Donc Aidan a un peu, mais un peu moins déjà, un peu plus, à droite. Et par contre, Toms, en fait, c'est pour ça que je l'ai sélectionné dans ce jeu de données, c'est pour montrer que, lui, la moins bonne vidéo qu'il a notée a un score de, -4 sur Tournesol. Donc il note vraiment systématiquement des bonnes vidéos. Et donc ça, c'est un problème parce que du coup, si on apprend des scores, avec l'algorithme actuel pour Toms, l'algorithme d'apprentissage des préférences, la moyenne de ces scores, ce sera 0, pour tout le monde. Mais du coup, un score de 0 pour Toms, en fait, c'est déjà une très bonne vidéo, hein. C'est au milieu de sa distribution, donc c'est une très bonne vidéo. Donc ça, c'est par opposition aux autres. Donc voilà. Donc ça, c'est les problèmes qu'on a un peu formalisés, enfin, il y a un petit bout de temps déjà. Et voilà, donc je ne vais pas vous raconter toutes les anecdotes par ça, parce que j'en ai déjà pas mal parlé, il y a 6 mois notamment. Mais la nouvelle, c'est que les algorithmes qu'on a conçus pour résoudre ce problème de façon sécurisée, enfin avec un minimum de sécurité, ces algorithmes ont été acceptés à publication, à IASStat, 2024. Donc ça, c'est très chouette. Ça me fait, 2 articles. Alors tu vois, il y a un peu moins tournesol, mais il est quand même pas mal tournesol. Voilà, donc les prochains travaux qu'on pourrait faire avec ça, donc il y a encore un truc qui est pas tout à fait, clair à mes yeux sur les histoires de qu'est-ce qu'un bon scaling? Je pense que c'est satisfaisant aujourd'hui ce qu'on a, mais c'est pas complètement satisfaisant d'un point de vue intellectuel, je trouve. Mais bon, c'est un peu, je dirais pas que c'est le cadet de mes soucis sur Tournesol, mais c'est pas la le principal de mes soucis, actuellement. Hem Et sinon, une autre question qui se pose, qui est plus une question, intrigante aujourd'hui, encore une fois pas une priorité à mes yeux, c'est, qu'est-ce qui se passe si on laissait les utilisateurs choisir leur propre scaling? À quel point est-ce que ce système serait stratégie proof? Est-ce qu'on a intérêt à révéler des scalings qui sont cohérents avec l'ensemble des des scalings des autres ou des scores globaux? Heu, voilà. Et une des conséquences de ça, c'est qu'on pourrait, si c'était le cas, on pourrait laisser les utilisateurs choisir leur propre scaling. On pourrait avoir plus de flexibilité dans le choix du scaling, des utilisateurs. Bon, bref, c'est des questions, un peu, on va dire long-termistes. Voilà. Donc une autre étape, du scaling, c'est, de déplacer le 0. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a, c'est que, ouais, j'ai parlé récemment enfin, j'ai envoyé un email à Brady Hahn, donc auteur de la chaîne Numberphile, récemment pour parler un peu, de différents trucs, mais notamment de tournesol et j'étais un peu gêné de voir que, il n'y a pas de vidéo Numberphile jugée recommandable par Tournesol. Pourtant la première elle est vachement bien. Elle est vachement recommandable je trouve, mais bon, donc même aujourd'hui, il y a un peu ce problème et la raison pour ça, c'est pas que les gens trouvent que, les vidéos de Numberphile sont ne faudrait pas les recommander, c'est plus qu'ils trouvent qu'elles sont pas assez recommandables par rapport aux autres contenus qui sont recommandés sur Tournesol. Et plus fondamentalement, en fait, il y a un problème de biais de qualité, sur Tournesol. C'est que la plupart des vidéos sur Tournesol sont quand même, très largement des très bonnes vidéos, en tout cas recommandables. Et donc une des façons qu'on a fait pour corriger le tir, c'est de supposer d'inclure vraiment avec ce module de programmer
une présomption de qualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans tout ça, mais en gros, ça déplace les scores pour que la plupart des scores soient quand même soient positifs. 85% des scores soient positifs. Bon, positif, ça ne suffit pas à être recommandable, il faut atteindre 20, mais voilà, ça aide un peu. Je pense que dans les prochains trucs à venir, il y aura ces histoires de like et de dislike, notamment. Enfin, il faut encore réfléchir à ça. Mais si on a ces direct assessments, comme on appelle, ce sera plus facile de mettre les échelles de score de sorte qu'une vidéo qui est jugée recommandable par les utilisateurs de Tournesol soit jugée recommandable par Tournesol. Ça serait bien qu'on en arrive là. Aujourd'hui, on n'a pas, d'une certaine manière, les interfaces pour permettre cela. C'est ce que je disais, utiliser des likes et des dislikes pour déterminer comment déplacer les scores. Donc une autre étape, c'est la standardisation. Donc la standardisation, c'est pas forcément... c'est intéressant, il y a quelques trucs techniques qui sont intéressants, mais je ne pense pas que je parler plus que ça. Mais bon, l'idée, c'est juste de faire en sorte que l'échelle des scores soit quelque chose de raisonnable. Donc ensuite, la 5e étape, maintenant que les scores, donc on a appris des scores par utilisateur, et il y a différents utilisateurs, mais on les apprend pour l'instant uniquement par utilisateur, et on scale leur modèle, leurs échelles de score uniquement par utilisateur. Donc la 5e étape, c'est ensuite d'agréger tout ça pour avoir les recommandations de la plateforme Tournesol, de la communauté. Et donc l'idée pour arriver à faire ça, bon, alors, il y a des détails techniques aussi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vraiment utiliser cet opérateur qui s'appelle QRMed, qui a cette propriété de résilience, donc chacun peut bouger un peu plus. Il y a un truc cool avec les nouveaux algorithmes, enfin cool, c'est maintenant il suffit juste de changer ce chiffre de 0,5 aujourd'hui, donc 0,5 ça correspond à la médiane, donc à la QR médiane. Il suffit juste de changer ce chiffre pour tout à coup valoriser beaucoup plus les vues vidéo qui sont un peu plus consensuellement bonnes. Et je pense que c'est un truc qu'il faudrait faire, enfin, je penche pour le faire en tout cas. Bon, ce serait bien de tester peut-être un peu plus tout ça, mais in fine, je pense que ce serait intéressant en tout cas au moins d'explorer, mais même de faire. Et donc l'idée, ça serait par exemple, un contenu n'est recommandé que si vraiment il y a très peu de gens qui considèrent qu'elle est vraiment pas recommandable, quoi, et que la plupart des gens pensent qu'elle est vraiment recommandable. Est-ce que ça ne nous ouvre pas à être moins résistant aux attaques? Il suffirait, si on mettait ce nombre à 75%, par exemple, il suffirait de contrôler 25% des votes pour enlever de la liste de recommandations n'importe quelle vidéo? Ouais, donc en effet, ça facilite l'attaque par des recommandations, mais ça rend beaucoup plus difficile l'attaque par recommandation. Enfin, si les attaquants veulent recommander un contenu, c'est beaucoup plus facile de réagir et d'avoir suffisamment de personnes pour dire en fait non. Je vois. Et est-ce qu'on est plus inquiet d'un type d'attaque que de l'autre? Est-ce que tu parles beaucoup du problème des mute news, qui est plutôt le genre d'attaque par des recommandations? Alors, sachant que, on pourra aussi réfléchir à d'autres mécanismes pour essayer d'identifier les communautés et tout ça. Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour Tournesol de faire ça. Il y a en fait, je pense qu'il y a des contenus trop polarisants en ce moment sur Tournesol, très à gauche, on va dire. Et je pense que c'est plus, c'est un peu aussi dans la logique donc de police, de mettre en avant plus les contenus vraiment consensuels. Donc, moi, je pencherais plus pour faire ça, mais c'est vraiment des questions de métaéthique. Okay. Et il faut en parler entre nous. Donc sinon, un truc qui est arrivé au cours des 6 derniers mois, c'est que j'ai écrit un autre article de recherche sur la sécurité du machine learning. Et je peux dire assez largement, c'est l'article le plus terrifiant que j'ai jamais écrit, alors que c'est que des maths. Mais c'est un article qui m'a vraiment fait peur en l'écrivant. Donc là, l'idée originale de cet article, c'est l'intuition que l'on a depuis pas mal de temps, que plus on augmente la dimension des modèles,
de machine learning, plus ces modèles sont vulnérables. Et même si on utilise l'état de l'art de la sécurité de l'algorithme, de l'apprentissage, qui sont des algorithmes notamment qu'on a conçus, donc on connaît très bien. Et en fait, donc je m'attendais à ce que vraiment, il y a un régime où ça devient vraiment trop dangereux. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ce régime très dangereux, il est extrêmement rapide. Enfin, on l'atteint vraiment très rapidement avec assez peu de paramètres. Donc là, en particulier, ce théorème, le truc important, c'est vraiment dire que non, c'est ça, pardon. C'est s'il y a plus de D, c'est le nombre de paramètres. Si le nombre de paramètres est plus grand que 169 fois le nombre de données honnêtes au carré divisé par le nombre d'empoisonneurs de données empoisonnées au carré. Donc dans cette situation, il y a, même si on utilise un algorithme à l'état de l'art de la sécurité, il y a arbitrary model manipulation, une manipulation arbitraire du modèle d'apprentissage. Bon, vous voyez, un petit cas dans régression linéaire, assez classique, très classique. Et ça révèle aussi quelque chose vraiment sur Tournesol. Enfin, ça m'a fait peur. Au début, je pensais juste critiquer les modèles de langage, et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça dit un truc qui, pareil aussi, on avait déjà un peu en tête pour Tournesol, c'est que si on veut que les vidéos soient recommandées, jugées in fine recommandables en tout cas, il faut qu'on ait un seuil de résilience relativement faible. Enfin, il y en a un paramètre en particulier à ajuster, c'est-à-dire que l'impact maximal d'un utilisateur doit être assez grand pour pouvoir arriver à des vidéos qui, in fine, sont jugées recommandables. Mais en fait, ce seuil, aujourd'hui, il est de telle taille qu'en fait, il suffit de peu de comptes pour, malicieux pour pouvoir faire de la recommandation, donc surrecommander un contenu. Enfin, recommander un contenu que n'importe lequel, quoi. Et donc ça, c'est des choses qui m'ont fait vraiment peur. Et donc ça me fait dire qu'il y a vraiment beaucoup de travail sur cette partie-là, en fait. Et du travail assez fondamental donc, du travail donc, mathématique, hein, on n'est pas du tout proche de l'implémentation aujourd'hui, c'est vraiment des travaux fondamentaux pour mieux comprendre la sécurité du machine learning et comment sécuriser par rapport à ça, quoi. Donc, il y a différentes idées, tout ça, mais c'est juste pour dire que c'est un point sur lequel c'est vraiment le point qui m'obsède le plus, on va dire, aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de questions fascinantes, c'est vraiment un des trucs, ça me fait vraiment tiquer, j'ai l'impression que c'est des questions vraiment fondamentales. Voilà. Voilà. Donc sinon, juste dire une remarque, c'est vraiment lié à la facilité avec laquelle c'est possible de frauder dans des systèmes d'évaluation très. C'est vraiment, je vois ça comme une lutte contre. Par exemple, dans le cadre des sciences, on sait qu'il y a plein de choses louches qui se passent et que le système de peer review est hacké dans pas mal de sens. Et cette question-là de la sécurité de Tournesol, la sécurité du machine learning, c'est, je pense, d'une certaine manière, à peu près la même que la question de la sécurité du peer review en sciences. Et que du coup, il y a vraiment des questions assez. Il y a quelque chose d'assez fondamental qui m'intéresse beaucoup dans ce problème. Et malheureusement, j'ai l'impression que j'y comprends pas. Il me manque beaucoup de choses. La bonne nouvelle, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses probablement à découvrir assez facilement. Enfin, la 6e étape, c'est la moins intéressante, de dire, c'est juste mettre les scores entre moins 100 et 100, parce qu'a priori, là, ils ne sont pas bornés. Et donc là, on utilise une certaine fonction. Donc, bon, c'est pas forcément la partie plus intéressante. Visuellement, ce qu'on voit, c'est surtout, en tant qu'utilisateur de Tournesol, c'est que les scores sont entre moins 100 et 100. Donc voilà, donc ça, c'était la pipeline. Voilà, je pense qu'elle est très générale, je pense qu'elle est applicable à plein de choses, je pense qu'elle soulève plein de problèmes qui sont vraiment fondamentaux dans tous les systèmes collaboratifs d'évaluation d'un grand nombre de contenus. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, vraiment cool, en fait, ce qu'on est en train de faire. Ok, donc maintenant, je vais parler de ce qu'il y a au-delà de cette pipeline Solidago. Donc, il y a des travaux en cours, notamment
Donc ça, c'est peut-être plus spécifique à la recommandation de contenu. Et en particulier, donc, quand on fait des recommandations tournesol aujourd'hui, en fait, c'est surtout via l'extension sur la page d'accueil de YouTube. Bon, un peu aussi sur le site web, mais pour l'instant, ce n'est pas en mode bundle recommendation, c'est vraiment en mode classement. Ici, on recharge la page, ça donne le même résultat. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on choisit ces 4 vidéos qui apparaissent ici, sachant que, là, je n'ai pas pris un exemple où c'était le cas, mais bon, c'est peut-être plus difficilement le cas d'ailleurs en ce moment parce que je fais moins de vidéos, mais il y a une époque où il y avait facilement 3 vidéos de Science for All dans un ensemble de 4 recommandations de tournesol et ça foutait mal. Heureusement, j'ai arrêté de faire autant de vidéos. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a beaucoup avancé. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment avec ces histoires de KDPP. En fait, on a surtout trouvé des connexions avec des articles qui existaient déjà, du code qui existait déjà. Mais on a compris comment l'adapter, quelles étaient les conséquences et tout. Enfin, pas tout compris encore, mais il y a quelque chose qui maintenant tourne avec, je pense, des hyperparamètres qui sont peut-être plus faciles aussi à ajuster, même s'il y a encore cette question qui se pose. Et je pense qu'on est... Alors, il y a un problème de langage, parce que c'est écrit enfin, le code d'origine est en Julia, mais je pense que c'est pas trop loin d'avoir un truc qui a passé en prod. Enfin, pas trop loin, je dis quelques mois, quoi, mais pas quelques jours. Mais ouais, ça a bien avancé quand même. Alors, en tout cas, pour avoir une version qui fasse un truc qui sera mieux qu'aujourd'hui. Pour avoir une version vraiment satisfaisante, un des trucs que j'aimerais vraiment qu'on cherche à faire, et ça, je compte beaucoup sur Matteo Tacchi en particulier, qui est chercheur au CNRS pour résoudre ce problème, c'est d'avoir un système où on est capable de contrôler la fairness. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir un ensemble d'algorithmes de bundle recommendation qui sont hyper paramétrés par différents hyperparamètres, mais dont on est capable de vérifier, de prouver mathématiquement que pour tous cette classe d'algorithmes, on arrive à garantir une forme de fairness. Alors, fairness, ça voudrait dire quoi? C'est que le nombre de recommandations de la vidéo dépend vraiment de son score. Et on contrôle vraiment à quel point ça dépend de son score. Alors hier, lui a fait la remarque ultra pertinente aussi qui a beaucoup enthousiasmé Matteo. C'est l'idée qu'on pourrait aussi vouloir compenser le fait que la vidéo est sur-recommandée comparativement aux autres sur d'autres plateformes, en particulier YouTube, pour ne pas se cacher. Et donc ça se justifie très très bien d'un point de vue fairness, d'un point de vue la logique de la fairness. Et c'est aussi, ça ajouterait beaucoup plus de valeur à Tournesol, puisqu'on pourrait aider les gens à trouver des vidéos qui ne sont pas si bien recommandées par l'algorithme de YouTube et qui sont néanmoins jugées consensuellement très bonnes, enfin suffisamment consensuellement très bonnes par la communauté de Tournesol. Je pense que ça serait très très chouette d'arriver à faire ça. Mais bon, ça soulève des questions mathématiques et bon, je pourrais regarder, hein, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise et c'est vraiment le domaine d'expertise de Matteo, donc je compte vraiment sur lui. Voilà. Après, il y a une question de fine-tuner les hyperparamètres. Et je pense qu'il y a des idées assez cool qu'on a par rapport à ça. L'idée, c'est je reviendrai après, mais l'idée, c'est d'avoir de la validation par les utilisateurs de quels sont les meilleurs bundles à recommander. Un autre point sur lequel j'ai envie de venir, c'est que c'est un peu l'étape 0. Donc là, je prends l'étape 1 à 6. Il y a l'étape 7, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les scores? On fait des recommandations. Et puis, il y a l'étape 0, c'est avant tout ça, il faut quand même collecter les données. Et en particulier, on a pas mal de réflexions dernièrement sur comment est-ce qu'on peut diversifier les manières d'éliciter les préférences. Et la pipeline est vraiment pensée pour avoir cette flexibilité. Donc, on a déjà avancé avec ça. Donc ça, c'est un article qui est en soumission actuellement, avec Oscar qui a mené le projet avec Julien et Sadeg et moi. Et donc, l'idée, c'est juste d'avoir un algorithme qui combine à la fois donc on parle d'assessments, donc les likes et dislikes typiquement, et les comparaisons.
Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a un peu ce débat dans la littérature sur lequel il faut faire. Et ouais, il y a différents arguments pour les uns et pour les autres. On a mis nous-mêmes sur la plateforme de Tournesol pour essayer de justifier pourquoi est-ce qu'on a pris les comparaisons. Mais en fait, bah, il se pourrait que en fait, le mieux, c'est tout simplement de combiner les deux, quoi. Que chacun a ses avantages et ses inconvénients, et qu'il y a des régimes dans lesquels, en fait, il faut faire les deux pour avoir, enfin, c'est la meilleure solution. Et donc l'un des principaux, la principale contribution de cet article, en tout cas l'une des principales, c'est d'avoir identifié un régime assez naturel où, en effet, il est intéressant de combiner les deux. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais un des aspects, enfin, non, si je vais rentrer dans deux aspects, parce que c'est quand même intéressant. Le premier, c'est que on suppose que avoir des bonnes notes sur les top alternatives est très important. Alors qu'avoir des notes correctes sur les alternatives qui ont des mauvais scores, enfin, les entités qui sont mal scorées, bon, bah, c'est pas grave, parce que de toute façon, les scores, on tire vers le bas, de toute façon, le score est négatif. Et elles ne seront pas tant recommandées par l'algorithme. Mais par contre, quand elles sont bien scorées, là, c'est bien que l'algorithme sache vraiment quelle est la valeur de cette vidéo pour savoir à quel point la recommander. Puis l'autre aspect, c'est le côté active learning. Alors, active learning est très simple ici, c'est c'est dépendant du premier, enfin, de ce que j'ai dit avant. C'est que comme on sait que ce qui compte, c'est les vidéos qui sont bonnes, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur de comparer les vidéos qui sont bonnes entre elles et ne pas les comparer avec des mauvaises vidéos. Donc rien qu'en combinant ces deux aspects, en fait, on a un système où c'est intéressant d'avoir des assessments parce qu'on suppose que ça coûte moins cher d'avoir des likes et des dislikes, donc on peut en faire pas mal. Mais il y a vraiment de la valeur à faire de la comparaison entre des vidéos de top qualité parce que ce sont ces comparaisons qui vont permettre de distinguer, d'avoir plus de discernement entre ces vidéos de top qualité. Ce qui est un truc qu'on suppose important. Voilà. Donc donc les likes et les dislikes, c'est un des trucs on pourra faire bientôt. Ça va être aussi lié du coup à l'application mobile. Donc je pense qu'un des grands objectifs pour Tournesol pour 2024, c'est d'avoir une bien meilleure application mobile, enfin, des interfaces beaucoup plus faciles à utiliser, un truc qui soit beaucoup plus alors user-oriented, enfin consumer-oriented, c'est-à-dire beaucoup plus pour la consommation de contenu YouTube, donc c'est plus un algorithme de recommandation. Mais également, il y a toute cette réflexion sur l'interface de comparaison. Et par chance, on a un excellent UI designer parmi nous qui a fait ce super dessin à droite, super clair, vraiment merveilleux. Aidan en l'occurrence. Mais voilà, il y a des idées, à défaut d'être ultra clair, on va dire, aujourd'hui. Il y a quelques idées sur comment bien améliorer cette interface. Une autre idée aussi de Romain, qu'on a parlé aussi hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est d'avoir du blacklisting de chaînes. On pourrait dire, bah, toutes ces chaînes, je considère qu'elles sont pas recommandables du tout. Et en fait, ça paraît très naturel parce que vraiment, il y a des, les contenus d'une chaîne se ressemblent. Et puis, en particulier, si une chaîne est pas recommandable, a priori, il y a très peu de chances que des vidéos de cette chaîne finissent par être recommandables. En tout cas, c'est une option qu'on pourrait donner aux utilisateurs. Et là, il faudra réfléchir un petit peu à comment l'intégrer à la pipeline. Moi, je ne me fais aucun souci par rapport à ça. Je pense que c'est assez facile. Bon, c'est même plus des questions plus philosophiques de savoir quelle est la bonne façon de le faire. Mais d'un point de vue algorithmique, je ne me fais aucun souci par rapport à ça. Voilà. Donc, lié à cette étape 0, je pense un des objectifs que je fixe pour l'association pour 2024, c'est de publier le dataset de Tournesol à NeurIPS en mai. Donc NeurIPS, c'est une des très grandes conférences en machine learning. Et ils ont cette track dataset and benchmark. Et on rentre particulièrement bien, je pense, dans un truc dataset. Donc voilà. Nos données sont déjà. Enfin, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait. Donc je ne suis pas sûr que c'est. Enfin, il y a un peu de travail encore à faire pour écrire l'article, mais je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que ça va bien se faire. Enfin, j'étais impliqué Nathan JS, Nathel, je ne sais plus c'est quoi son nom,
dans ce projet. Il a l'air motivé et il se rend compte qu'il va falloir qu'il nettoie un peu plus son code, mais il a l'air très motivé, donc c'est très chouette. Notamment, je pense qu'il y a des figures comme ça. Donc par exemple, ça, ce tableau-là, je pense que rien que ça, c'est une contribution importante, enfin, intéressante en tout cas, de savoir qu'est-ce qui détermine le plus les vidéos qui doivent être très recommandées. Ouais, je pense que rien que ce tableau, c'est une bonne contribution. Mais on a beaucoup plus que ça. Avec aussi, ça, c'est des jolis graphes qu'il a fait. Donc, il en manque quelques-uns, mais il les a corrigés. Il me les a envoyés. J'ai oublié de les intégrer au slide. Mais donc, ça, c'est le graphe des comparaisons des différents utilisateurs. Et on voit qu'il y a beaucoup de variété dans la manière dont les gens comparent. Bah, ça soulève plein de questions aussi. Bon, ça peut être facilement exploré aussi maintenant avec nos outils. Puis j'ai rajouté enfin une step oméga, donc je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est un truc qui va beaucoup plus loin. C'est un peu ça l'idée. Donc oméga, c'est le premier ordinal. Bref, c'est que on peut utiliser Tournesol en tant que tel comme plateforme d'expérimentation. Et je pense que ça, c'est un truc qui est vraiment génial, vraiment qui peut changer vraiment la manière dont la recherche sur les algorithmes de recommandation est faite, et en particulier les impacts sur les utilisateurs. Et aussi pour collecter d'autres types de données. Donc typiquement, donc ça, c'est dont je parlais tout à l'heure, c'est pour savoir qu'est-ce qu'un bon bundle recommendations. On peut juste demander aux utilisateurs, voilà, pour avoir un mode ou je sais pas, de temps en temps, je ne sais pas comment le faire exactement, mais on pourra vraiment avoir les avis des utilisateurs sur quels sont les meilleurs bundles de recommandations. Donc plutôt haut ou plutôt bas. Du coup, en tenant compte peut-être de la diversité, il faudra peut-être vérifier tout ça, mais ouais, ça peut tenir compte de la diversité des recommandations, ça peut tenir compte aussi de la qualité des vidéos dans le bundle. Et ça, en tout cas, ça ferait des données qu'on pourra utiliser directement pour ajuster les hyperparamètres des algorithmes de bundle recommendations. Donc ça, c'est des trucs assez cool. En tout cas, pour les d'un point de vue scientifique, ça permettrait de valider, de dire ah ouais, avec les nouveaux algorithmes, on fait un truc qui est beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant, par exemple, d'après les utilisateurs de Tournesol. Un autre truc qu'on pourrait faire, c'est, alors ça, j'ai imaginé beaucoup le téléphone en particulier, c'est que aujourd'hui, enfin, je veux dire ça comme ça, c'est que je ne connais pas d'études de l'algorithme de recommandation de YouTube qui soit vraiment mobile oriented, qui soit vraiment sur le mobile. La plupart des choses qu'on fait, c'est vraiment plus sur l'extension ou en suivant des comptes, enfin créant des bots qui cliquent à gauche, à droite. Et c'est vraiment pas évident d'étudier ce qui se passe plus sur mobile. Et je pense qu'avec Tournesol, avec une bonne application consumer oriented sur mobile, on peut mettre en place des expériences randomisées, contrôlées en aveugle sur la consommation de tel ou tel type d'algorithme de recommandation. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. On peut avoir un mode sur l'application mobile, je participe à l'expérience scientifique, quelque chose comme ça, et on pourrait mettre ça, et on peut vraiment avoir des données qui sont vraiment de très, très, très haute qualité scientifique. Donc ça, je pense que ça serait vraiment cool d'en arriver là. Et on a déjà parlé d'un côté à Manuel, Giuseppe, qui sont intéressés par ce genre de choses, côté EPFL, ETH, côté suisse. Et côté américain, côté MIT et Berkeley, on n'a pas aussi parlé à Andreas Vogt et je ne sais plus comment s'appelle l'autre chercheuse. Mais voilà, on a différentes personnes qui sont intéressées par ce genre de choses et je pense que ça pourrait vraiment, si on a une application et en plus si on a plus d'utilisateurs, ça peut vraiment faire un truc très intéressant. Voilà. Et enfin, j'ai rajouté une étape orthogonale. Donc c'est vraiment Solidago, mais sans Tournesol. Donc un des trucs importants, c'est donc j'ai fait le claim en début de présentation que Tournesol, c'était beaucoup plus général que Solidago, c'est plus général que Tournesol, que c'est le problème du collaborative scaling est vraiment fondamental. Et si je veux back mon claim, il faut qu'on montre que Tournesol est applicable, voire appliqué
que Solidago est applicable et appliqué pour d'autres applications. Et donc la première plus évidente, la première pour laquelle je pense que ça pourrait vraiment bien se faire, c'est Climpact.ch. Déjà parce qu'on connaît très bien les personnes qui sont derrière ce projet. D'autre part, parce que les données de ce projet ressemblent beaucoup déjà de base aux données de Tournesol. Et troisièmement, parce que beaucoup de gens ont l'air motivés aussi pour, pour conduire ce projet, y compris des journalistes du journal Le Temps. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de quoi, il y a de quoi faire avec ça. Et je pense que dans les semaines à venir, peut-être les mois à venir, il y aura des étudiants de l'EPFL. L'idée, c'est un peu de donner ça à des étudiants pour commencer en tout cas en bachelor ou en master à l'EPFL via Oscar. Et je pense qu'il y aura déjà des choses intéressantes qui vont sortir de là. Un autre truc qu'on pourrait essayer de faire, c'est analyser les community notes. Il y a pas mal de données sur les community notes. J'ai jamais vraiment regardé, mais donc les community notes, c'est ce projet de Twitter sur lequel j'avais un mauvais a priori avant parce que c'était Twitter, mais en fait, ça a été fait avant que Musk arrive. Et en fait, il y a beaucoup de bonnes idées derrière. Et en tout cas, c'était l'idée d'ajouter des notes contextuelles à des posts sur Twitter. Pour corriger soit la fausse information, soit des informations trompeuses, soit des angles trompeurs, soit des... Ouais, il y a différentes choses, des contextes qui seraient utiles à avoir en tête pour mieux comprendre l'information. Et du coup, tout ce travail passe par une communauté et qui malheureusement semble un peu hackée en ce moment, qui commence à être hackée. Mais les données, il reste que les données sont là et elles sont publiques. Donc le projet est ultra transparent, ça c'est super chouette. Et voilà, il y a la question, est-ce qu'on peut intégrer Solidago, c'est les community notes à Solidago et faire quelque chose avec. Je pense que c'est une question intéressante. Enfin, un troisième truc, c'est kickoff.ai. Donc c'est encore un projet du laboratoire de Mathias Grossglauser où travaille Oscar, avec notamment Lucas et Victor, qui sont les mêmes encore derrière ce projet. Et donc c'est un truc pas mal, mais alors ce ne sera pas forcément directement pour Solidago, c'est même pas vraiment pour Solidago, mais je pense qu'il y a cette question intéressante que les algorithmes, beaucoup d'algorithmes qu'on développe sont aussi applicables ailleurs, en particulier les systèmes de comparaison sont applicables aussi à kickoff.ai. Je pense qu'il y a un projet assez intéressant à faire pour voir si on peut améliorer les performances de kickoff.ai en utilisant par exemple GBD. C'est pas forcément le plus intéressant pour Tournesol et Solidago, mais en termes de visibilité, c'est quand même cool. Et bon, voilà, donc ceci clôt presque la présentation. Juste finir avec la question qui est vraiment qui est un peu guide de tout ça, et qui est un peu la plus grande, la big question, qui est un peu trop grande parfois pour être attaqué directement, mais c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un système collaboratif comme ça, un collaborative scoring, une gouvernance collaborative. D'ailleurs, c'est très scoring sur Solidago, mais est-ce que ça va aussi au-delà du scoring? J'ai envie de dire que scoring, c'est quand même un truc assez indispensable quand il y a beaucoup d'entités. Mais voilà, il y a des questions peut-être plus générales qui se posent. Et voilà, on en parle, on y réfléchit beaucoup, on en parle longuement dans ce livre à venir qui va paraître le 21 mars, je crois, ou en tout cas quelque chose dans ces eaux-là, coécrit avec Jean-Loup Fourquet. Et sur ce, je conclue la présentation et je prends vos questions.